Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, spécialiste du néolithique et de l'âge de fer. Mais ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est votre regard sur la discipline elle-même, puisque vous avez joué un rôle très actif dans les institutions qui la structurent. Vous avez notamment participé à la loi sur l'archéologie préventive de 2001, une loi très importante, on va beaucoup en reparler. Vous avez participé à la création et vous avez présidé l'Institut national d'archéologie préventive. Il est beaucoup question de ces enjeux institutionnels et financiers dans le livre que vous publiez le mois prochain à la découverte aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps. Et pour commencer, je voudrais commencer par évoquer le rapport qu'entretient la France avec l'archéologie, ou plutôt le non-rapport, l'absence de rapport, puisque quand on visite notre plus grand musée national d'antiquité, notre fierté, le Louvre, qu'est-ce qu'on trouve? Des objets égyptiens, grecs, romains, étrusques, mais rien du territoire métropolitain français. Comment ça se fait? C'est une situation qui est effectivement propre à la France, pas seulement à la France, mais en tout cas beaucoup à la France, qui est que chaque nation, à partir du moment où les nations se constituent, fin 18e, début 19e, en tant que telles, comme communauté de citoyens, on construit un grand roman national. Ouais. Et déjà, pour les élites françaises, avant la Révolution, les Gaulois, c'était des vaincus, donc on n'en parlait pas, et les nobles prétendaient descendre des Francs, comme l'aristocratie espagnole prétendait descendre des Visigoths. Si bien que l'abbé Sieyès, dans son célèbre discours « Qu'est-ce que le tiers-État ?» leur retournera le compliment en disant puisqu'ils prétendent être venus de Germanie, eh bien, de ces marais et forêts qu'ils y retournent. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant la Révolution, mais ils sont quand même revenus. Et donc, pourquoi cette image négative? Parce qu'effectivement, l'histoire de France commence officiellement, à partir du moment où on a des textes, du moins, elle commence par une défaite, qui est la défaite d'Alésia. Et les Gaulois eux-mêmes, ils sont décrits par les vainqueurs, puisque les Gaulois n'écrivaient pas encore, il n'y avait pas vraiment encore même s'il y avait des États émergents, il n'y avait pas encore un maniement courant de l'écriture. Donc les Gaulois, les Gaulois donc, sont vaincus par les Romains. On essaie de sauver la chose en parlant, nous, en France, de civilisation gallo-romaine. On est les seuls de l'Empire romain à faire ça. Les autres ne parlent pas de Thraco-romain ou de Britanno-romain. Et ensuite, les Romains sont vaincus à leur tour par les Francs, par Clovis qui arrive, etc. Mais les Francs disparaissent, puisqu'on est en train de parler français, mais c'est, comme vous savez, du latin un peu, je ne dirais pas dégénéré, mais enfin, au bout de 2000 ans. Donc ça commence par 3 défaites successives. Des Gaulois contre les Romains contre les Francs qui se dissolvent, dans la mesure où c'est quelques dizaines de milliers de guerriers qui vont être absorbés dans une population gallo-romaine de 10 millions de personnes. Mais donc, ça ne nous empêche pas d'intégrer nos ancêtres les Gaulois dans nos récits, dans nos manuels scolaires. Oui, mais on va commencer à le faire uniquement à partir de la Troisième République, ouais. En fait, parce que elle commence par une défaite, celle de Napoléon III contre la Prusse, qui permet effectivement l'institution de la République. Donc elle commence par une défaite. Donc on peut s'appuyer sur ce récit précédent et Vercingétorix va apparaître comme un sauveur
d'ailleurs avec aussi un reflet du récit chrétien, puisqu'il se sacrifie pour son peuple, et les traits, si on regarde un peu à cette époque, les traits de Vercingétorix, c'est celui du Christ de l'art sulpicien sont assez proches. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça va se développer, cette idée nos ancêtres les Gaulois. Ouais. Mais en même temps, comme c'est le moment où la France colonise l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, on va aussi rattraper le coup en disant, vous voyez, on est en train de civiliser les sauvages, comme nous, on a été civilisés par les Romains, et finalement c'était une bonne opération. On a été civilisés. C'est dans tous les manuels scolaires pour enfants, c'est dans le célèbre Lavis en particulier, mais dans bien d'autres, cette idée qu'on a été civilisé et que finalement c'était moins grave. Et le thème va être repris sous Pétain, sous Vichy, en disant, vous voyez, on a été défait, c'était de notre faute, on était mal organisé, etc. En reprenant la vision des vainqueurs, la réalité que montre l'archéologie, on en reparlera sans doute, de la civilisation gauloise était extrêmement différente. Donc on a été vaincu parce qu'on était mauvais, mais de même qu'il y avait la civilisation gallo-romaine, on a, grâce à une riche collaboration, débouché sur une civilisation sans doute franco-germanique, quelque chose. D'accord, mais alors à ce moment-là, on aurait pu aussi réhabiliter l'archéologie de cette période, une fois qu'on réhabilitait ce récit-là. Oui, on aurait pu sous Vichy, mais c'était pas la priorité à ce moment-là. Ouais, d'accord. Mais néanmoins est passé sous Vichy, mais un peu par hasard, la première loi sur l'archéologie, qui soumettait les fouilles archéologiques à une autorisation. Avant, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Il y avait eu un essai en 1913, quand on a fait la loi sur protégeant les monuments historiques. Il y avait un essai de faire aussi une loi qui soumettait les fouilles archéologiques à autorisation. Mais toutes les sociétés savantes, puisque l'archéologie du territoire, c'était uniquement des notables du coin, bénévoles sur leur terroir. Donc c'était insurgé. Donc en 41, il n'y avait pas, la discussion n'était plus possible, il n'y avait pas de parlement. Donc on dit loi de 41, mais en fait c'était juste un décret, mais qui a été validé effectivement en 45. Le seul aspect vichysois de la loi, parce qu'elle s'inspirait de la loi italienne du point de vue de l'archéologie, c'est qu'il était prévu que les découvertes soient publiques, appartiennent à l'État. Et on a retrouvé le manuscrit et c'est raturé de la main soit du ministre Carcopino, soit du maréchal, qui dit à revoir dans un sens plus libéral. Et qui fait que jusqu'en 2016, les découvertes archéologiques appartiennent à moitié pour le découvreur, l'inventeur, à moitié pour le propriétaire du terrain. Oui, ça, on va en reparler. Et je parlais du Louvre et des vestiges grecs et romains. Et justement, on pourrait imaginer que la Grèce et l'Italie estiment que ces trésors leur appartiennent. J'ai vu que récemment, des élus de l'île de Milos, l'île grecque, où la Vénus de Milo a été découverte, réclament son retour. Qu'est-ce que vous pensez de ces demandes? Est-ce que c'est des demandes légitimes, pertinentes? Dans quel cas est-ce que ça peut être pertinent de faire des restitutions comme ça? C'est un problème un peu compliqué parce que, effectivement, quand les nations occidentales ont construit leurs grands musées nationaux, le British Museum, le Berlin, le Louvre, etc., ils ont acheté souvent à bas prix toutes sortes d'objets. Il y a même en Égypte des fouilles françaises où le responsable Marriott a fait parvenir plus ou moins clandestinement des objets jusqu'au Louvre. Les Anglais donc ont démonté, Lord Elgin ont démonté les frises du Parthénon. Là, il y a un débat parce qu'ils l'ont fait légalement, parce qu'à l'époque c'était la Turquie, l'Empire ottoman, donc ils avaient une autorisation officielle, mais les Grecs vont dire oui, mais on a été occupés, donc c'est pas juste. Hein. Donc il y a un débat autour de ça qui pour la Grèce se justifie du point de vue des Grecs parce que c'était il y a pas très longtemps, mais des fois on va remonter beaucoup plus loin
en arrière, arrivé aux époques préhistoriques, où là c'est la filiation historique entre les peuples anciens qui ont produit ces objets et puis la nation moderne n'est quand même pas toujours très évidente. Et puis, donc je suis plutôt globalement pour la restitution, sachant que il faut être sûr que les conditions d'accueil seront bonnes. Cela dit, Oui. à Berlin, il y avait plein d'objets, il y a eu des bombardements pendant la guerre, Oui. donc c'est pas les nations occidentales sont Oui. pas toujours aussi sûres que c'est là. Donc c'est un vaste débat. Moi, je serais plutôt pour la position que c'est le bien commun de l'humanité et qu'à ce moment-là, on peut imaginer des systèmes où on fait tourner les objets, on les fait Ouais. circuler de pays en pays. Et puis après, il y a tous les cas qui correspondent à l'histoire coloniale. J'ai vu qu'en 2017, le Bénin avait réclamé aussi des objets du Quai Branly, la Oui. France avait refusé. Oui, c'est assez compliqué, c'est en débat, parce que Ah oui. normalement, quand les Français ont colonisé, ils ont notamment pillé le palais d'Abomey, qui se trouve maintenant au Quai Branly, qui est au Musée de l'Homme et puis au Quai Branly. Alors ceux qui sont hostiles aux restitutions disent oui, mais c'était un méchant roi africain esclavagiste, donc c'est bien fait qu'on lui ait pris tous ces objets. Si on fait passer la colonisation pour des interventions humanitaires, c'est quand même une réécriture de l'histoire un peu singulière. Donc je suis pour qu'il y ait des bonnes conditions. Ouais. Au Sénégal, ils viennent d'ouvrir un musée avec l'argent intéressé de la Chine. Donc si c'est des bonnes conditions, on peut les rendre, mais plus globalement, il vaudrait mieux que ça circule. Oui, d'accord. Parce que vous avez quelques pages où vous parlez de l'Australie et vous êtes Oui. assez critique sur la manière dont ça se Oui. passe là-bas. Oui, parce que je suis critique j'ai un point de vue Scientifique, quoi. étroitement Oui. scientifique. Alors, je sais que les aborigènes ont beaucoup souffert, mais on est nous-mêmes critiques vis-à-vis de nos propres religions qui nous ont fait Ouais. souffrir et qui continuent encore. Donc, d'un point de vue scientifique, Qu'est-ce qui se passe là-bas? Enfin, qu'est-ce qui c'est-à-dire expliquer en Australie, aussi bien aux États-Unis, où ils demandent qu'on réinhume, reburial, comme on dit, les restes humains anciens. Mais quand c'est des restes d'il y a 10 000 ans, est-ce que c'est vraiment les mêmes? Est-ce qu'ils ont vraiment une certaine légitimité à les réclamer? Si c'était que les réclamer, ce serait pas grave, mais c'est surtout qu'ils les réenfouissent et les objets aussi. Et en fait, pour moi, dans le cas des États-Unis, mais Australie, c'est à peu près la même chose. Comme on va pas leur rendre leurs terres, leurs champs de pétrole, etc., on leur rend leurs objets qui n'intéressent que finalement quelques archéologues et ethnologues. Et comme ça, on se donne bonne conscience dans des nations où le poids de la religion est encore relativement fort. Le premier gouverneur d'un État des États-Unis qui a rendu les objets, c'est Reagan. Hein. Donc c'était pas vraiment un grand progressiste. Donc c'est pour ça que j'ai une position que j'essaie qui est un peu réservée et qui commence à arriver. Il y a une espèce d'américanisation dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, du fait que il y a 20 ans, fouiller une tombe, c'était une tombe, c'est un objet scientifique, on la fouillait, et après on la mettait dans un dépôt, on la publiait. Et maintenant, il commence à y avoir des gens qui s'expriment, ah oui, mais c'est des restes humains, etc. Il y a une noble bretonne, Louise de Cango, qui a été trouvée à Rennes dans un très bon état de conservation parce que c'était un cercueil en plomb scellé. Donc on a fait toutes sortes d'analyses dessus parce que trouver un corps humain, pas un squelette, mais là c'était le corps entier. De quelle époque? Du XVIIe siècle.
de notre ère, donc mais c'est il n'y a pas très longtemps, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir des corps humains. Donc il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites, mais on a quand même réinhumé le reste du corps avec en présence de l'évêque du Cru, avec une messe solennelle. Alors que Et pour vous, l'enterrer. il aurait fallu Pour moi, le conserver. c'est un objet scientifique exceptionnel, surtout qu'elle a des cousins éloignés, mais elle n'a pas de descendants directs. Hein. Et c'était quand même il y a 3 siècles. Donc je sens que c'est un peu montant, cette espèce de rapport religieux au corps. Cela dit, qui est plus propre aux catholiques, parce que les protestants en général considèrent que c'est un peu un culte un peu païen de s'occuper du corps. C'est une catastrophe archéologique quand on fouille un cimetière protestant, parce que ils étaient enterrés nus dans un drap. On va parler de la pratique de l'archéologie Oui. aujourd'hui. En gros, il y a 2 types d'archéologie. L'archéologie programmée, celle à laquelle on pense spontanément quand on s'imagine, quand on pense à ce métier, celle qui relève de projets scientifiques précis, des chercheurs au CNRS qui décident d'aller faire une fouille sur tel site en se posant telle question. Et puis, il y a l'archéologie préventive qui correspond à l'intervention des archéologues avant les grands travaux pour vérifier qu'il n'y a pas de vestiges intéressants qui risquent d'être détruits. Alors, je voudrais d'abord qu'on parle rapidement de l'archéologie programmée rapidement. Vous évoquez dans votre livre, vous dites, bon, là vous parlez de l'américanisation et vous dites que pour avoir les bourses, pour avoir les financements, il y a des modes en fait et des tendances. Vous évoquez dans les années 60, c'était la New Archéologie, dans les années 80, l'archéologie post-processuelle. Est-ce que vous pourriez nous donner des repères comme ça sur ces grandes modes ? Et aujourd'hui, c'est quoi aussi ? Il y a pour aller très vite, deux grandes traditions scientifiques, au moins en Europe, mais aussi au-delà. Les traditions germaniques, c'est plutôt eux d'ailleurs qui font de l'archéologie au XIXe siècle, qui est une archéologie très sérieuse où on classe les périodes, on fait des types d'objets, ce qu'on appelle nous typologie, on définit des civilisations, des cultures, etc. Donc c'est une archéologie. C'est un aspect de l'archéologie qui est indispensable, mais souvent qui ne fait pas beaucoup penser. Et puis de l'autre côté, on a nos amis anglo-saxons, anglais, américains et les marges, les scandinaves, notamment les hollandais, qui eux construisent tout de suite des théories très belles, mais sans trop s'encombrer souvent des données. Donc en France, on est un peu intermédiaire, on essaie de puiser dans les deux. Mais pendant longtemps, la France était un peu ni l'un ni l'autre, justement, parce qu'il y avait cette archéologie métropolitaine qui n'était pas intéressante, qui était celle des vaincus, et que la vraie archéologie, c'était l'école française d'Athènes, qui est le premier institut archéologique, qui est fondé dès 1846. Donc on fouillait des choses sérieuses, mais de manière quand même assez descriptive et en s'appuyant sur les textes. On disait l'archéologie est une discipline auxiliaire de l'histoire. La vérité, c'est les textes et on fouille ces grands sites pour illustrer les textes. Donc ça, c'était longtemps la tradition française. Il y avait par ailleurs une archéologie préhistorique sur le sol même qui était plutôt inspirée par la géologie. On définissait des couches, etc. Et puis, effectivement, à partir des années 60, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi dans d'autres régions, il y a une nouvelle génération qui va fonder une archéologie avec beaucoup plus de réflexion, ce que les Américains, avec leur sens de la formule, vont appeler la New Archaeology, où on va à la fois s'intéresser, élargir les données, notamment tout ce qui est environnement, essayer de trouver des règles, des explications, notamment pour les périodes où on n'a pas de texte, essayer de trouver des mécanismes de preuve. Est-ce qu'on peut prouver ou non en archéologie? Vous pouvez donner un exemple Par exemple, si le grand préhistorien André Leroi-Gourhan a défini à partir de plusieurs dizaines de grottes un schéma d'organisation avec au milieu les chevaux et en face les bisons et puis les carnivores plus loin, etc. Est-ce que si je trouve une nouvelle grotte, eh bien je vais dire je dois retrouver ou non le schéma
le schéma d'André Leroi-Gourhan. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire on dit si mon hypothèse est vraie, eh bien je dois trouver. Ce qui est banal dans les sciences, si l'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène, je mélange avec une étincelle et je dois avoir de l'eau. Donc cette idée-là qui n'était pas du tout présente, s'est beaucoup implantée. Et puis après, dans les années 80-90, surtout dans les pays anglo-saxons, il y a eu le mouvement dans les sciences humaines qu'on appelle postmoderne, qui était un mouvement très relativiste, qui est marqué en France par des gens comme Derrida, Deleuze, Lyotard, etc. La French Theory. Voilà, la French Theory qui a beaucoup influencé l'archéologie anglo-saxonne, beaucoup moins ou pas du tout l'archéologie française. Et donc, c'est ces années-là, ces années post-processuelles, enfin, que les archéologues anglais ont appelé post-processuelle, en appelant processuelle la new archéologie, parce que c'était l'étude des processus. Voilà. Et puis, comme à chaque fois. Ça donne quoi, une archéologie influencée par. Ça va être effectivement que chacun va avoir son point de vue. Tout ça n'est que des grands récits, des narratifs. Ah oui, c'est que des discours. En anglais. De même qu'en ethnologie, c'est seulement la population étudiée qui a le droit vraiment de parler d'elle-même. Mais c'est aussi classique dans la sociologie des sciences, chaque génération essaie d'expliquer que la génération précédente était des pas grand-chose. Donc là, les post-processuels ont occupé le terrain. En fait, c'est ma génération, c'est la génération du baby-boom, et maintenant, ils sont biologiquement en train de partir. Vous êtes rattaché moi, je me revendique pas du tout. Je me revendique plutôt justement de cette espèce, et je suis pas le seul, heureusement, d'essayer de concilier les traditions germaniques. Et j'ai aussi passé une thèse en Allemagne, la tradition germanique et la tradition anglo-saxonne, d'essayer de tenir des discours, si possible, intelligents, mais appuyés sur des données et vérifiables. En tout cas, j'ai découvert dans votre livre qu'il y a des choses comme la queer archéologie. Oui. Donc ça c'est plutôt partie des postes processuels. Oui, c'est à l'intérieur. Alors là, je simplifiais parce que l'archéologie postmoderne ou post-processuelle a apporté aussi des nouvelles problématiques, tout ce qui est la gender archéologie. Alors c'est quoi, par exemple c'est le rôle, essayer de voir le rôle des femmes, puisqu'on avait une histoire et une archéologie qui s'intéressait classiquement plus à l'histoire des pouvoirs, donc fatalement des hommes mâles, et pas d'autres aspects, la vie quotidienne, le rapport aux enfants, le rapport au corps, etc. Donc il y a une gender archéologie, donc une archéologie du genre, comme on dit en français, qui s'est développée, qui commence à se développer en France et qui est plutôt intéressante. Alors la queer archéologie, c'est est-ce qu'on peut repérer de l'homosexualité, par exemple, dans le passé, ce qui est évidemment un peu compliqué, mais il arrive, par exemple, qu'on tombe sur, on fouille une tombe où tout le costume, etc., va plutôt être féminin, alors que les anthropologues, et maintenant on peut le vérifier avec la génétique, vont nous dire que ce personnage est plutôt masculin que féminin. Donc c'est des choses qui sont ténues, mais en tout cas disons que l'aspect positif de l'archéologie post-moderne, post-processuelle, c'est d'avoir ouvert d'autres champs. Ouais. Et vous mentionnez aussi l'archéologie qui est liée à l'anthropologie anarchiste. Oui. Et ça, c'est vrai qu'on comprend bien que les chercheurs, les militants anarchistes s'intéressent à essayer de trouver la vérité sur les grands invariants anthropologiques sur les sociétés. Est-ce que les sociétés sont forcément
violentes ou pas? Est-ce que ça existe des sociétés non violentes et plus égalitaires Oui, dans les sociétés primitives? C'est un thème qui m'avait intéressé très tôt à la lecture de l'ethnologue français, l'anthropologue français Pierre Clastres, Ouais. qui est malheureusement mort accidentellement dans les années à la fin des années 70, qui avait renversé la perspective sur le pouvoir en observant les Amérindiens d'Amazonie, et en disant que en fait il y a toujours un responsable, ce qu'on appellera un chef, mais qu'il y a toutes sortes de mécanismes pour limiter son pouvoir. Il y a la dérision, il y a, si c'est un grand guerrier, il doit sans arrêt remettre son pouvoir, son prestige en jeu, donc à la fin il est éliminé. Quand on enterre un notable important, on l'enterre avec ses richesses. Alors nous les archéologues on est contents et on dit ben voilà, ça prouve qu'il était riche, mais ça peut être une manière aussi de se débarrasser de la richesse, parce que les oligarques français actuels se font pas enterrer dans leur Rolls avec un paquet d'actions. Donc il montre il renverse la perspective en disant ce qui est normal finalement, c'est qu'une société, donc son livre s'appelait La société contre l'État, une société se dote de mécanismes pour empêcher des pouvoirs trop forts. Et finalement, ce qui est anormal, c'est que ces mécanismes craquent. Et moi, ça m'avait intéressé parce qu'en regardant l'histoire du néolithique et la suite en Europe, on a des moments de grande concentration du pouvoir, avec les énormes dolmens qu'on a sur la côte atlantique, ou des phénomènes comparables à l'autre bout de l'Europe. Ça dure quelques siècles et puis après, ça disparaît pendant plusieurs siècles. Et puis après, de nouveau, ça monte, etc. Donc on a des mouvements oscillatoires. Et si après, on se projette jusqu'à nos jours, on voit bien que quand on a un système trop oppressif, à un moment donné, il va tomber. La Révolution et vous française. en déduisez que c'est vraiment parce qu'il est trop inégalitaire et trop oppressif qu'il s'effondre? J'ai tendance à faire cette hypothèse. Alors, il n'y a jamais une explication historique unique, dans la mesure où souvent les dominants, leur pouvoir se fonde aussi sur un rapport avec le surnaturel. Les rois de France sont de droit divin, les pharaons font revenir les crues du Nil, l'empereur du Japon descend du soleil, etc. Donc on peut imaginer aussi que si il y a une dégradation climatique, eh bien le pouvoir, on commence à douter de la relation surnaturelle des dominants, et puis que comme ça il va s'enclencher toutes sortes, mais où ça peut être effectivement une résistance. Simplement, pour l'instant, on n'a pas encore les moyens de savoir quand on n'a pas de texte, mais si on regarde les périodes récentes, on voit que c'est comme ça. Donc, ce qui est Clastres n'a pas eu de descendance ou très mineure pendant longtemps, mais des gens de sa génération ont continué à travailler aux États-Unis, comme Marshall Salins ou comme surtout James Scott, qui avait publié plusieurs livres qui étaient passés un peu inaperçus, et puis le dernier qui a été traduit sous le titre Homo domesticus, et la découverte m'a demandé de faire la préface. Lui marche très bien. Et dans la génération d'après, plus jeune, des gens comme David Graeber, qui a publié la dette, 5000 ans d'histoire, et son collègue et ami égyptologue David Wengrow travaille beaucoup sur ces problématiques, et du coup ça commence à se développer après un peu un moment d'interruption, et cette fois vers l'archéologie. Est-ce qu'on peut repérer non seulement des moments d'effondrement, mais aussi est-ce qu'on a des exemples de sociétés qui seraient sinon anarchistes, mais du moins avec un pouvoir beaucoup politique, beaucoup moins concentré. Donc. Alors, c'est effectivement, ça se discute, parce qu'on sait que même Athènes du 5e siècle, ça a duré quelques décennies et ça concernait que 10% de la population. L'Athènes vraiment démocratique. Oui. Voilà. Ça excluait les femmes, les esclaves, les métèques. Mais il y avait un essai, là c'est documenté, un essai à grande quand échelle, même. Plus que par rapport à des petites sociétés primitives où ça peut être plus imaginable de ne pas avoir de verticalité. On tirait au sort une partie des charges, la police c'était des esclaves, l'équivalent des énarques, l'administration c'était des esclaves.
Donc il y avait un essai auquel il a été mis fin par la défaite d'Athènes contre Sparte. Et puis ils essaient de repérer des moments, par exemple vers moins 4500, moins 4000 avant notre ère, en Roumanie, en Ukraine, on a des très grands villages avec des centaines de maisons qui ont dû contenir des milliers de gens, mais qui sont organisés de manière circulaire et sans qu'on puisse observer de différence à l'intérieur des habitations. Et donc c'est une de leurs hypothèses qu'ils font actuellement et qui demande évidemment à être vérifiée plus finement. Et ils ont d'autres... y compris pour les périodes récentes. Graeber s'est beaucoup intéressé au mouvement anarchiste pendant la guerre d'Espagne, au Rojava, Oui. donc chez les Kurdes, qui effectivement sont maintenant assez mal partis, mais il y allait personnellement. Oui. Alors, on va en venir à l'archéologie préventive, puisque je disais en introduction que vous avez joué un rôle important pour que la France adopte une loi en 2001 qui oblige les aménageurs à réaliser des diagnostics. Mais en fait, avant la loi, ça se passait comment Avant la loi, c'était une espèce de situation absurde où théoriquement on n'avait pas le droit de détruire de sites archéologiques, mais il n'y avait personne qui était là pour regarder. Mais l'aménageur en même temps était pas obligé il n'était pas obligé de payer. Et donc on a détruit des tonnes de sites. Quand on sait maintenant que sur une autoroute, on trouve un site archéologique important tous les kilomètres, si vous prenez le premier réseau, vous allez de Nice à Lille, 1200 kilomètres, 1200 sites importants qui ont disparu sans aucune trace. Donc l'aménageur, il n'avait pas le droit de détruire, mais si on savait qu'il y avait un site et que les archéologues du ministère de la Culture disaient stop, l'aménageur disait s'il y a un site, vous avez qu'à le fouiller. Il répondait non, on n'a pas d'argent. Je vous donne de l'argent et vous fouillez. Mais des fois, il donnait de l'argent et après, comme la municipalité de Toulouse par exemple le faisait, il faisait un procès puisque finalement il n'y avait pas de légalité. Donc il avait payé, la fouille était faite, mais il réclamait quand même de l'argent puisqu'il disait que c'était du racket. D'accord. Voilà, donc c'était une situation absurde, mais qui traînait, faute de volonté politique. Et donc en 98, comme il y avait eu de nouveau un gouvernement avec Lionel Jospin et puis Catherine Trautmann comme ministre de la Culture, qui était un peu plus ouvert, mais où il y a eu de nouveau des manifestations très fortes d'archéologues. Et on a réussi, dans le groupe de travail qu'on avait monté, notamment avec le conseiller d'État Bernard Pêcheur, à construire quelque chose qui tenait le coup juridiquement, qui faisait que l'INRAP avait le monopole des fouilles, qui construisait l'INRAP, l'Institut national de recherche à l'occasion de cette loi préventive, cette loi le crée, et qui avait le monopole, à charge pour lui de s'associer avec d'autres services publics qui souhaitaient participer à telle ou telle opération. Donc on nous avait dit mais ce monopole, c'est pas possible, l'Europe, la concurrence libre et non faussée. Et en fait, la loi de 2001 a très bien passé le barrage de l'Europe. Juste parmi les scandales qui ont décidé, le gouvernement a finalement agi, il n'y avait pas le projet de parking sous l'île de la Cité à Notre-Dame. Le parking sous l'île de la Cité, où on peut se garer, où il y a un vague bout de crypte archéologique, celui-là c'était dans les années 70. Ça a effectivement été un scandale, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Ah oui, d'accord. Et ça a été détruit là du coup Oui, ça a été détruit. Il y a quelques vagues vestiges. À l'époque, le responsable de l'archéologie, qui s'appelait Michel Fleury, laissait les choses se détruire dans la joie et la bonne humeur. Mais ensuite, ça a changé à partir des fouilles du Grand Louvre, parce que même le Trou des Halles, ça a été aussi un massacre archéologique. Ah oui. Mais à partir il y aurait eu quoi il y avait tout un quartier médiéval, il y avait sous la Fontaine des Innocents, il y avait tout le cimetière médiéval, avec les sarcophages que les bulldozers ont pris en enfilade, etc. Mais à partir des années... Donc ça, c'était les années 70... 50, 60, 70. À partir des années 80, il y a eu un début de prise de conscience
peut-être lié aussi aux interrogations. On est en crise économique, donc on s'intéresse plus au passé, d'où venons-nous, quel est le sens de l'histoire, etc. Donc l'opinion publique a commencé à être plus sensible. Donc il y a eu des vrais scandales. À Orléans, on a commencé à détruire un cimetière médiéval. Donc il y avait les camions qui passaient avec les crânes et les tibias qui tombaient, les bennes dans le caniveau, etc. Donc il y a eu plusieurs scandales de ce type à Lyon, sur la colline de Fourvière. Et quand il y a eu les fouilles du Grand Louvre sous les pyramides, là, le ministère de la Culture, comme c'était un grand travaux présidentiel, a mis de l'argent pour qu'il y ait une vraie fouille digne de ce nom, et ça a servi d'exemple. D'accord. Et maintenant, en fait, l'archéologie préventive par rapport à l'archéologie programmée, ça représente quelle part? C'est l'archéologie préventive, ce qu'on appelait de sauvetage avant, c'est 95%. Ah oui, de ce qui se fait aujourd'hui en France, d'accord. Oui, c'est l'essentiel de l'argent. L'archéologie programmée, c'est des toutes petites sommes, c'est des professeurs d'université qui fouillent 3 semaines par an avec leurs étudiants, mais en même temps, c'est nécessaire parce que ça permet. Là, on a du temps, donc on peut mettre au point des méthodes, on peut réfléchir. Mais c'est sur des sites que rien ne menace. Et il y a des pays comme la Hollande qui n'autorisent pas de fouilles sur un site qui n'est menacé par rien, parce qu'ils pensent que l'urgence, c'est les sites qui sont en train d'être détruits. D'accord. Et vous pourriez citer 2-3 exemples de ce qu'a permis, ce qu'on a découvert d'important depuis 2001, depuis cette loi, grâce à cette loi? Ce qu'on a permis, c'est, bien sûr, il y a des trouvailles régulièrement spectaculaires, mais ce que ça permet surtout, c'est de comprendre à l'échelle d'un territoire. Par exemple, le long ce qu'on appelle les tracés linéaires, c'est-à-dire les lignes de TGV ou les autoroutes, etc. Comme je vous disais, il y a un site important tous les kilomètres. Et là, on s'est aperçu, par exemple, qu'à l'époque gauloise, qu'on se représente à la suite d'Astérix comme couverte de forêt avec des sangliers partout et de temps en temps un petit village fait de huttes rondes, on s'est aperçu que en fait la Gaule était beaucoup plus déboisée que maintenant, que tous les 3 kilomètres il y avait une grande ferme tenue par les aristocrates gaulois et une grande densité de territoire. Des fermes très organisées. On a vérifié au passage que les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier, mais du porc domestique uniquement. Enfin, pas uniquement, ou 2 tiers c'était du porc, le reste c'était d'autres animaux. Et donc ça a renversé complètement, et on a pu aussi développer la fouille de villes gauloises. Donc on s'est aperçu que cette image de sauvagerie qu'on avait, non, il y avait une soixantaine d'États gaulois indépendants, d'États émergents, avec une urbanisation émergente, mais qui avait une économie monétaire, avec des routes, et que quand on parle des Gaulois indisciplinés, c'est simplement que ces États étaient souvent en guerre les uns contre les autres, notamment pour se prendre des esclaves, des prisonniers de guerre, pour les vendre aux Grecs et aux Romains en échange de biens de prestige pour l'élite, notamment des amphores de vin, puisque les Gaulois buvaient de la bière. Alors, ce que je voudrais faire, c'est voir très concrètement comment ça se passe, les différentes étapes, sachant que, je ne sais plus si vous l'avez dit, qu'après la loi de 2001, il y a eu la loi de 2003 oui. Qui a été une régression. Oui, bien sûr. Puisque il a fallu ouvrir à la concurrence l'archéologie elle-même. Donc, si j'ai bien compris, l'INRAP, ça se chargeait encore du diagnostic, mais s'il fallait faire des fouilles, après, c'était ouvert à la concurrence avec des entreprises privées. Donc là, si on regarde comment ça se passe, un aménageur veut construire quelque chose, il demande à l'INRAP donc de vérifier systématiquement. Non, c'est plus. Alors comment ça se passe? C'est encore plus compliqué. Ok. Comment ça se passe? Il dépose un permis de construire. Ce permis est étudié par toutes les administrations compétentes, dont celle du ministère de la Culture en région, puisque le ministère de la Culture est régionalisé en DRAC, en direction régionale, qui elles-mêmes ont chacune un service régional de l'archéologie. Donc parmi les administrations qui étudient, il y a le service archéologique du ministère de la Culture,
préfectures qui vont regarder si, à leur avis, il y a une possibilité, un risque, comme disent les aménageurs, ou une chance, comme disent les archéologues, de trouver quelque chose. Et s'ils l'estiment, à ce moment-là, un diagnostic, c'est-à-dire qu'en général, des tranchées sur à peu près 10% de la surface vont être faits à l'appel mécanique, soit par l'INRAP, soit par des services de collectivités territoriales, de villes ou de départements. Donc on creuse, creuse. On creuse parce on a des méthodes de prospection aussi non destructives, comme on dit, mais à chaque fois qu'on a fait des expériences comparatives, on trouve que 20% à peu près des sites archéologiques. Comme par exemple la photographie oui, la photographie aérienne les méthodes électromagnétiques, ouais. on envoie du courant. Donc eux, ils préféreraient ça, j'imagine, les aménageurs préfèrent... oui, bien sûr, oui, ils ont essayé, quand il y a eu l'histoire du choc de simplification qui avait été vendu par François Hollande, il y avait une grosse pression pour dire oui, pas de tranchée, juste, etc. Donc ça, c'est effectivement la première étape. Alors il faut savoir que cette étape-là, elle ne concerne en réalité que 15 à 20% des surfaces qui sont détruites chaque année. Pourquoi ? Le reste, il n'y a pas de... Ils sont pas obligés. C'est pas prescrit. C'est dans quel cas que c'est obligatoire ? C'est pour quel genre de travaux en fait ? C'est obligatoire pour tous les travaux dits d'artificialisation, tous les endroits où on creuse. Et on creuse à peu près 600 km² bout à bout, 60 000 hectares, 50 000, 60 000 hectares chaque année. Alors ça peut être pour faire des routes des routes, des zones industrielles, des parkings souterrains, des voies de TGV. Maintenant, il y a de plus en plus de méthaniseurs qui transforment donc pour faire du méthane, mais il y en a énormément, ça pullule et à chaque fois, c'est plusieurs hectares. D'accord, parce qu'il me semble que vous mentionniez aussi les travaux agricoles comme étant potentiellement destructeurs. Ça, malheureusement, ça avait été mis dans la loi à l'origine, mais ça a été retiré parce que tout ce qui est sous-solage, vous pouvez avoir des labours jusqu'à 1 mètre de profondeur qui vont donc complètement détruire sans qu'on voit rien. Ou les arrachages de pieds de vigne ou les travaux forestiers peuvent être très, très destructifs et ça, il se passe rien. Là. Et on a juste des photos aériennes où on voit par exemple que même une villa gallo-romaine avec ses murs en pierre, eh bien, au fil des années, elle va être réduite en poudre petit à petit par les labours. D'accord. À chaque fois, millimètre par millimètre. Donc, là, ce que vous dites tout à l'heure, c'est qu'il y a 15% de tout ce qui est diagnostiqué. De tout ce qui est creusé chaque année. Donc c'est 60 000 hectares ou un département français tous les 10 ans ou un terrain de foot toutes les 4 ou 5 minutes à peu près pour donner une idée. Donc on vérifie sur 15% de ça. Donc on vérifie de fait sur 15 à 20% de ça. Souvent, nos collègues des services de l'archéologie, du ministère de la Culture vont prendre les plus gros travaux et les aménageurs les plus riches parce que c'est plus rapide, c'est plus facile à faire et ils auront moins de problèmes que d'essayer d'aller partout. C'est pour ça qu'on est un certain nombre à penser que il vaudrait mieux en fait découper des fenêtres dans le territoire, c'est-à-dire de 100 km de côté, et là on ferait toutes les surfaces et on aurait quelque chose de représentatif. Parce que là, comme on fait que les grands travaux, parce que c'est ce qui est le plus facile, parce que sur une autoroute par exemple, l'archéologie va représenter 1 ou 2% du coût total de l'autoroute, et ça va être répercuté sur notre ticket d'autoroute. Donc vous payez 10 euros, il y a 10 centimes, c'est l'aménageur se rembourse, donc ça lui coûte rien, il peut même dire qu'il est un ami de l'archéologie, et donc c'est beaucoup plus facile avec les gros aménageurs qui peuvent répercuter que si un maire veut construire sa salle polyvalente 1 an avant les élections. Mais il n'est pas obligé quand même de faire le diagnostic Ça dépend si le ministère de la Culture a demandé qu'il y ait un diagnostic ou pas. Ok.
Donc il y a un diagnostic. Le diagnostic, il y a 4 possibilités. Il n'y a rien du tout. Ou au contraire, c'est tellement important qu'on ne peut pas toucher. Ça arrive 2-3 fois par an. Où il y a des petites choses, mais ça vaut pas le coup de faire une fouille. Donc on note, on enregistre et on sait qu'il y avait ça. Ou finalement, il y a une vraie fouille. Alors pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 2000 opérations de diagnostic chaque année en France, donc sur les 15-20% détruits. Et puis il y a 4 à 500 fouilles à peu près véritables. Et alors, s'il y a fouille, c'est là que les ennuis commencent, parce que l'aménageur va faire un appel d'offres. Et là, depuis la loi de 2003, peuvent répondre l'INRAP ou des services publics de collectivités territoriales, mais aussi des entreprises privées qui sont vaguement agréées par le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture, ensuite, il n'a pas du tout les moyens de voir comment ça se passe vraiment sur le terrain. Et donc, il y a montée en puissance de quelques... Alors, il y a des entreprises sérieuses, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. Enfin, les dirigeants souhaitent surtout s'enrichir, ce qui est leur droit, certes, mais dans ce cas-là, c'est regrettable quand c'est par rapport aux fouilles. Et c'est effectivement un détournement de la notion de concurrence, parce que quand vous voulez acheter une voiture ou un ordinateur, vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, mais l'aménageur, lui, le constructeur, il veut pas la meilleure archéologie possible. Donc c'est réellement une confusion. Il veut juste le moins cher et le plus rapide. Alors avec un petit contrôle, mais c'est en général le ministère de la Culture, c'est au mieux une personne et plutôt au moins par département, qui est censé surveiller toutes les fouilles tant qu'elles se font. Et donc là, vous avez des exemples d'entreprises qui ont mal fait leur travail. Il y a eu des exemples parce que quand une entreprise fait faillite, l'INRAP est obligé de le reprendre. Et dans une entreprise sur un site archéologique dans le nord de Paris, on s'est aperçu que l'entreprise archéologique privée était descendue beaucoup plus bas que ce qu'il aurait fallu, ce qui lui permettait d'éliminer une bonne partie des vestiges et donc d'être parce que les vestiges étaient plus, en fait, plus près de la surface. Oui, en fait. Ils ont descendu et c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. Mais enfin, quels sont les critères pour savoir s'il y a quelque chose? Parce qu'il n'y a pas par définition forcément des traces du passé. Qu'est-ce qui compte comme précieux? La France et l'actuel territoire français est occupé depuis au moins 1 million d'années. Donc en gros, chaque centimètre carré a des traces de l'humanité, même si c'est pas un trésor, ça peut être même négativement, indirectement, le déboisement, le ravinement des sols, etc. Mais disons que on estime, en extrapolant, par rapport aux régions très bien connues, qu'il y a à peu près un potentiel de entre 5 et 10 millions de sites archéologiques sur les territoires français. Et qu'autrement dit, si vous creusez un carré de 200 mètres sur 200 mètres, donc 4 hectares, vous êtes sûr de trouver quelque chose. Donc il y a effectivement une très grande densité de vestiges, parce que c'est climat tempéré, ça a été, à part en haut des montagnes et encore, c'est très occupé. Oui, donc comment est-ce qu'on dit, bon ça, tant pis, on laisse tomber, et ça c'est vraiment important. Quels sont les critères pour savoir... Quand on insiste pour faire Après, normalement, nos collègues des services du ministère de la Culture s'appuient sur des commissions d'experts, d'experts qui ont été nommés par le ministère de la Culture, appartenant aux différentes institutions de l'archéologie, et qui essaient de les conseiller, de dire ce site c'est important, ce site non, là où on va fouiller que cette partie mais pas le reste. Donc ça va être par rapport à ce qui peut paraître intéressant à un moment donné du temps, puisque comme je vous le dis, de toute façon on est parti de 20%, donc et on peut pas tout fouiller. Donc quand les aménageurs disent qu'il y a la pression des archéologues, c'est quand même extrêmement exagéré. À la fin, les fouilles vont porter sur à peu près 15-20% des 15-20%, c'est-à-dire sur 3-4% des surfaces détruites chaque année, il y a réellement des fouilles archéologiques. D'accord. Et donc là, vous disiez depuis 2016, les objets appartiennent désormais à l'État.
Oui, Et avant, ça paraît ah, tellement normal, mais bah, avant, ils faisaient quoi, les aménageurs, avec les objets? c'est-à-dire, avant, comme c'était moitié découvreur, moitié propriétaire du terrain, quand c'était des fouilles préventives, on considérait que le découvreur, c'était l'État, puisque c'était lui. D'accord. Donc, il y avait la moitié qui revenait à l'État, et l'autre moitié, c'était à l'aménageur. Évidemment, dans 99,9% des cas, ça n'a aucune valeur, parce que c'est des tonnes de morceaux de poterie, de silex, etc. Ouais. Donc ça demandait simplement un travail bureaucratique énorme de vérifier, surtout sur les autoroutes par Ouais. exemple. C'est pas des fois les archéologues font des fouilles avant qu'il y ait réellement que tous les terrains soient achetés, donc ils font il y a toutes sortes de parcelles. Enfin, c'était très compliqué. Maintenant, ça appartient à l'État, mais pas du jour au lendemain, parce que la loi peut pas être rétrospective. C'est quand une parcelle va changer, c'est-à-dire par achat ou par héritage, elle change de propriétaire. Donc à partir de ce moment-là, la loi s'applique. Donc il faudra une génération, en gros, pour Ouais. que la loi s'applique à tout le territoire. Et malgré tout ça, il reste il continue d'y avoir des destructions, en fait, importantes. Oui, bien sûr, Ouais. il y a des 75% Oui. Qui sont pas, etc. Ouais. Vous citez dans le livre le cas d'Alstom en 2013, qui a érigé des éoliennes dans un village médiéval. Oui, c'est ça, dans le sud de dans la l'Aude. France, oui, Ouais. oui. Et je cite aussi le cas de l'entreprise. Amazon. Non, c'est pas Oui, il y celui-là. a Amazon, là où on n'a pas eu le droit, le préfet a interdit la fouille au nom de l'emploi. Et il y a aussi Près d'Orléans, ça. Lafarge Holcim. Ouais. Eux, ils étaient encore plus forts parce que c'était des carrières de gravier, donc dans la vallée de l'Aisne, dans le département de l'Aisne. Ils ont pleuré misère parce que c'est une petite entreprise qui n'a que 30 milliards de chiffre d'affaires, en disant oui, d'accord, il y a une nécropole gauloise, mais c'est trop cher, donc on abandonne cette zone, on fouille pas. Et ce que les archéologues ont pu voir après, c'est que quand il n'y a eu plus personne pour regarder, non seulement ils ont détruit quand même, hein, ils ont détruit la nécropole et extrait le gravier, mais après ils ont remis de la terre pour faire croire que la nécropole elle n'avait pas été touchée. C'est quand même très, très fort. Et à ma connaissance, il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Ça, c'est les cas qu'on connaît. Souvent, par oui-dire, on a tous l'occasion d'entendre « Ah bah oui, là-bas, ils avaient trouvé un truc, mais on a dit... aux ouvriers, vous dites rien, etc. » Donc ça continue, effectivement. Après, effectivement, c'est un rapport coût-profit, puis on ne peut pas fouiller tout le territoire à 100%. Ouais. Mais on ne peut pas considérer que la situation actuelle est satisfaisante, ni dans les choix qui sont faits, ni dans les méthodes qui sont faites dans le cadre de cette concurrence. J'ai une autre question très différente. Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui pour les archéologues de demain, de qu'est-ce qu'on doit conserver aujourd'hui? Est-ce qu'il faut conserver des usines, par exemple, plutôt que de les détruire pour les archéologues du futur? Ça, c'était un peu naïf. C'est un problème qui est très classique chez les archivistes, par exemple. Ouais. Oui. Les archivistes, leur problème, c'est pas qu'est-ce qu'on garde, c'est qu'est-ce qu'on détruit. Ouais. Et on ne sait pas ce qui peut être. Et là, maintenant, c'est encore bien plus compliqué puisque tout est maintenant dématérialisé. Oui. Est-ce qu'on garde les mails? Est-ce qu'on garde les dossiers de la sécurité sociale qui peuvent donner une idée sur la santé, etc. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que l'archéologie, quand j'ai commencé, ça s'arrêtait en plus 800 avec Charlemagne. Le reste, c'était plus de l'archéologie, parce que l'étude du Moyen-Âge, c'était les châteaux, les tapisseries, les cathédrales. Et puis il s'est créé réellement une archéologie médiévale,
lentement mais sûrement, souvent à l'exemple des pays voisins d'Allemagne, d'Europe centrale où c'était beaucoup plus développé. Et puis après, avec la fouille du Louvre dans les années 80, on a fouillé tout un quartier de Paris du 16e, 17e, 18e siècle. Donc c'est devenu de la fouille archéologique et avec des vrais résultats, puisque on a retrouvé à la fois des choses un peu spectaculaires, l'atelier de Bernard Palissy, le pavillon des gardes suisses pendant la Révolution, mais on a retrouvé par exemple les latrines qui donnent des renseignements sur justement l'hygiène, l'état de santé des Parisiens à cette époque. Et puis après, on a continué à monter avec ce qu'on appelle l'archéologie industrielle pour étudier pour lesquelles les archives papier sont souvent manquantes ou insuffisantes, ou des fois contradictoires avec ce qu'on retrouve. Et puis là, dans les années 90, on a intégré la Première Guerre mondiale, comme dans l'archéologie, et puis maintenant la Deuxième Guerre mondiale, et les sites archéologiques les plus récents qu'on ait fouillés dans le cadre de la loi, c'était des camps de prisonniers allemands en 1948 en Normandie. Donc là, l'archéologie arrive jusque-là. D'accord. Il y a quelque chose qui s'appelle l'archéologie du temps présent, c'est quoi ça? Ce qu'ont fait des collègues américains, par exemple, dans la ville de Tucson aux États-Unis, ils ont fait les poubelles, enfin un échantillon des poubelles, puisqu'il y a 1 million d'habitants, ce qui a montré les comportements de gaspillage. Que 20% de la nourriture a été jetée intacte dans l'emballage, que c'est les classes moyennes qui gaspillent le plus. Donc on peut faire ce type d'archéologie, effectivement. Et moi, j'ai fouillé un site archéologique de plus 1983, qui était l'artiste Daniel Speury avait enterré tout un repas d'une centaine de personnes. Donc j'ai fait la fouille avec lui dans les années en 2010 et en 2016. Et comme je suis un archéologue discipliné, j'avais demandé une autorisation de fouille et on me l'a refusé en disant vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas de l'archéologie. Voilà, donc j'étais déçu. Mais donc on sait que l'archéologie s'arrête quelque part avant. J'ai un collègue aussi, Olivier Veller, qui a fouillé les décors du film Peau d'âne de Jacques Demy dans la forêt. Là, c'est 1961 et on lui a refusé aussi en disant que c'était pas de l'archéologie. Mais ça, c'est un peu propre à la France, ce côté un peu retardataire, alors que dans d'autres pays, c'est normal de fouiller des choses beaucoup plus récentes, parce que même la fouille qu'on a faite de 1983, on avait déjà des contradictions, ce que nous on trouvait, ce que nous disaient les témoins, quant à la place de la tranchée, quant à savoir s'il y avait ou non des gobelets en plastique, si les tables étaient en bois ou en agneau. Alors c'est microscopique, mais ça montre déjà que notre débat avec les historiens, qui est-ce que la vérité c'est les textes ou est-ce que c'est les objets qu'on trouve, là sur ces exemples un peu particuliers, c'était effectivement éclairant. Alors par rapport à ce qui va rester, je ne pense pas qu'il y ait encore de réflexion. Il y a des réflexions, il y a une archéologie extraterrestre, entre guillemets, où des archéologues commencent à inventorier tout ce qui arrive sur la Lune et sur Mars. Parce que si en plus avec les mouvements de privatisation généralisés, c'est ensuite occupé par n'importe qui fait de la récupération, etc. On commence aussi à avoir une cartographie de ces sites qui commencent à devenir archéologiques, puisque les premières arrivées sur la Lune, c'est les fusées soviétiques, si je me souviens bien, dans les années 60. Donc, voilà. Mais sinon, c'est difficile. Il y a ce qu'on appelle des fois des capsules temporelles où des gens enterrent des choses pour les retrouver, un peu comme l'exemple de Daniel Speury avec son. Mais il y a le grenier du siècle à Nantes, par exemple, où dans les anciennes usines Lu, il y a 8000 boîtes métalliques où les Nantais ont mis chacun des objets et ça sera ouvert le 1er janvier 2100. C'est une bonne idée. Donc c'est une pratique qui se fait régulièrement. C'est vrai que moi je me dis je vais garder mes anciens appareils photo bien sûr, pour montrer à mes enfants. Oui, les Minitel. J'ai offert à mon fils un Mac Plus des années 80, qui est déjà une pièce de musée.
Alors pour terminer, je voudrais revenir sur un terme que vous avez déjà prononcé, c'est ce terme d'effondrement. Oui. C'est très à la mode en ce moment Oui, bien sûr, oui. pour décrire ce qui nous attend, ce qui nous menace. Ça va arriver, on dit parce qu'on a provoqué un dérèglement climatique et on parle beaucoup des travaux de Jared Diamond qui a fait un best-seller sur l'effondrement et on se dit ça va être pareil que ce qu'il décrit sur l'île de Pâques. Vous dites que ces travaux-là sont un peu contestés et puis qu'il faudrait... La question, vous avez c'est... quelques critiques quand même sur ce genre de travaux. Il y a plusieurs questions. Globalement, effectivement, il y a cette problématique de ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que jusqu'à présent, c'était des périodes géologiques qui définissaient l'histoire de la Terre, et maintenant, c'est anthropos, c'est l'homme en grec. L'anthropocène, ce serait une période où maintenant l'homme est intervenu directement et qu'on peut faire commencer au néolithique, précisément, à mon avis, même si ça va ensuite s'accélérer, notamment à partir des années 50. Donc ça, c'est une problématique générale, et je suis en train de travailler avec l'INRAP justement sur une grande exposition au musée des Confluences à Lyon sur néolithique et anthropocène. Une autre manière de voir, c'est oui, effectivement, peut-être que ça va mal finir pour l'humanité actuelle, mais la Terre s'en remettra quand même. Il y a toutes sortes d'espèces vivantes qui sont bien adaptées. La seule limite temporelle, c'est dans 5 milliards d'années quand le Soleil va s'éteindre. Donc c'est ça, comme je dis souvent. Et une autre manière de voir, c'est effectivement, on dit effondrement, mais qu'est-ce qui s'effondre? Donc vous aviez la très brillante civilisation mycénienne, minoenne, entre 2000 et 1500 et moins 1200 dans notre ère. Il y a des palais, des fresques, des masques en or, et vers moins 1200, tout ça s'effondre. Donc les archéologues sont très déçus. Moi, le premier, on dit après, c'est les âges sombres, the Dark Ages. Et après, la civilisation recommence vers le 8e siècle avec les cités. Mais si on regarde de près, et on peut faire le même raisonnement avec les Mayas, les gens sont toujours là. Mais simplement, c'est comme après l'effondrement des cités de l'Indus vers moins 1700, ou l'effondrement des Mayas, des grandes cités mayas autour de plus 1000. On a effectivement, il n'y a plus de pyramides, il n'y a plus de temples, mais il y a toujours des Mayas. Il y en a, ils sont toujours, aujourd'hui, on parle toujours Maya dans la péninsule du Yucatan. Donc, ce qui s'effondre, c'est le système hyper hiérarchisé dont on parlait tout à l'heure dans le cadre de l'anthropologie, de l'archéologie anarchiste. Mais donc c'est le système de domination qui s'effondre. Mais on retombe sur des communautés paysannes qui se ont auto-organisées et qui effectivement ne construisent plus de pyramides, ni de palais, ni de fresques. Si c'est cet effondrement-là qui nous attend, c'est pas forcément une autre mauvaise nouvelle. Si on est optimiste, et j'en fais partie, des fois c'est un peu ce qu'on a l'impression quand il y a ces petites expériences de survie locale, de circuits courts, etc., mais qui sont encore largement utopiques, mais qui peuvent montrer ce que ça pourrait être. Est-ce qu'un État fort avec sa police, son armée, est-ce que c'est la seule perspective pour les humains ou non? C'est une question qui reste ouverte et à laquelle l'archéologie peut contribuer. Merci beaucoup. Merci.